Bonjour, je vais essayer de vous parler des origines du langage. C'est probablement de l'inconscience de ma part, car le sujet est vaste et implique un grand nombre de disciplines scientifiques: anatomie, physiologie, génétique, paléontologie, linguistique, éthologie, etc., etc. Beaucoup de chercheurs travaillent depuis plus d'un siècle sur ce sujet important qui est le fondement de la nature humaine. Première question que je me suis posée: quelle est la différence entre langage et communication? Le Larousse, qui a le sens de la formule, annonce bravement que la communication, c'est l'action de communiquer. Merci. En fait, la communication, c'est transmettre, établir une relation, un échange. En cela, on pourrait parler de communication animale et non de langage, qui est une toute autre chose. Plus précisément, le Robert s'étend davantage sur la langue, qui est l'ensemble des sons articulés, servant à communiquer les pensées. Le Littré fait même la différence subtile entre langue et langage. La finale « age » veut dire qui opère, qui agit. La langue est l'ensemble des moyens permettant la parole, le langage est l'emploi de ces moyens. Évoquons la communication chez les animaux. Elle peut être aussi bien visuelle, acoustique, olfactive, chimique, tactile. Chez le ver luisant, qui est un insecte, la femelle attire le mâle par des signaux optiques. La cigale stridule dans le même but d'attirer le mâle. Les fourmis, insectes sociaux, échangent des messages plus élaborés par des signes tactiles et des phéromones, qui sont des signaux odorants adressés aux individus d'une même espèce. Chez les oiseaux, le signal est sonore. Le pépiment des petits qui attendent la becquée, le chant des adultes qui sert à rechercher les partenaires ou à fermer leur territoire. Certains oiseaux imitent d'autres espèces. Ainsi, le loriot apprend à imiter le miaulement du chat. Chacun sait que les ménates et les perroquets, isolés, imitent même le langage humain. C'est bien sûr chez les mammifères que la communication s'enrichit. Tous les propriétaires d'animaux familiers savent combien les chiens, les chats, les rongeurs même, savent se faire comprendre. Les mammifères marins, les dauphins, les baleines, ont toute une palette de clics, de chants, d'ultrasons qui leur permettent de s'identifier, d'échanger des informations, d'enseigner les techniques de chasse. Ils recherchent le contact avec l'homme et aiment jouer avec lui. Les éléphants ont également une vie sociale riche et communiquent avec des infrasons, des grondements, des cris qui ont une signification précise. Mais c'est bien sûr chez les primates que les échanges sont les plus diversifiés, liés à leur vie sociale extrêmement développée. Ce sont essentiellement les signaux visuels et sonores qui prédominent, les expressions faciales, les mimiques, mais également des vocalisations d'alarme, de fuite, de recherche de contact, d'émotion, etc. Nous allons à présent aborder le langage articulé des humains, qui va permettre de communiquer autre chose que des signaux environnementaux, mais également des idées, des sentiments, raconter des histoires. Ce langage articulé nécessite deux structures anatomiques: un appareil phonatoire et un cerveau. L'appareil de phonation peut être comparé à un instrument de musique à vent et à cordes. La source du vent se trouve être les poumons. La structure qui vibre est constituée par les cordes vocales du larynx. Celles-ci sont composées de muscles et de ligaments de 20 à 25 mm de long. Elles sont attachées horizontalement entre le cartilage hyoïde, la pomme d'Adam, et les cartilages aryténoïdes, situés juste à l'arrière. Ces cartilages accolent les cordes vocales l'une contre l'autre. Le larynx agit comme une porte. Lors de la déglutition, le larynx s'élève. L'épiglotte se rabat vers l'arrière et obture la trachée, ce qui permet au bol alimentaire ou à la boisson de passer dans l'ésophage. Lorsqu'on inspire, le larynx s'abaisse, l'épiglotte s'ouvre,
les cordes vocales s'écartent et permettent à l'air d'aller dans la trachée. Lorsqu'on parle, l'air est expulsé des poumons, arrive au niveau du larynx et fait vibrer les cordes vocales. Le pharynx, les cavités buccales et nasales, agissent alors comme un résonateur et amplifient les sons. Le voile du palais, la langue, les dents, les lèvres viennent moduler le son et permettent de prononcer les phonèmes, un son composé de voyelles et de consonnes. J'ai représenté ici l'osioïde, qui est attaché à la langue et au larynx. Il n'est articulé à aucun autre os du squelette. Il a pour but de stabiliser le larynx et la langue quand la mandibule bouge. Il joue un rôle dans la respiration, la mastication, la déglutition et la production de la parole en se déplaçant verticalement de près d'1 centimètre. Sa forme et sa position chez l'homme fossile renseignent sur leur aptitude à la parole. J'ai mis 3 photos d'osioïdes. J'ai Sapiens, Néandertal et Pré-Sapiens. Constatons que le bébé humain, comme les autres primates, est capable de s'alimenter et de respirer en même temps par le nez. Chez les humains adultes, c'est absolument déconseillé, car le croisement de l'ésophage et de la trachée au niveau du pharynx peut occasionner le risque de fausse route, vous savez, avaler de travers, avec de réels risques d'étouffement. Les 2 premiers schémas montrent la cavité buccale d'un chimpanzé et d'un enfant de moins de 9 mois. Le larynx est en position haute. Les flèches bleues et rouges montrent le trajet respectif des aliments et de l'air inspiré. Le dernier schéma montre la gorge d'un adulte. On voit que le larynx est descendu pour se trouver en position basse, ce qui interdit la possibilité de boire et de respirer en même temps. Cet inconvénient va être compensé par l'élaboration de la parole. Excusez-moi. Le larynx du bébé commence à descendre vers 3 ou 4 mois et se trouve en position basse vers 2 ans. C'est le laps de temps qui lui permet d'acquérir le langage. Nous y reviendrons. Disons tout de suite que les australopithèques avaient un larynx en position haute. L'information ne pouvait se transmettre que par des gestes et des cris. Le larynx n'a commencé à descendre qu'à partir d'Homo ergaster, vers 2 millions d'années. Un crâne d'Homo heidelbergensis, 600 000 ans, montre que le larynx avait pratiquement sa position actuelle. Nos lointains ancêtres s'exprimaient par des gestes et des cris. Les Bushiman ont encore un langage des signes, lorsqu'ils partent à la chasse en groupe et sont contraints à des règles de silence pour ne pas alerter le gibier. Les signes peuvent être très précis et diversifiés, comme le montre cette diapo. À ce propos, n'y aurait-il pas une autre explication à ces mains mutilées qui tapissent les parois de la grotte de Gargas? Un langage des signes ne serait-il pas plus plausible qu'une collection de 217 ex-voto? Jacques Vauclair, de l'Université de Provence, prétend que ces signes sont commandés par l'hémisphère gauche du cerveau, comme chez les babouins du zoo de la Barbin qu'il a étudié. Pour la communication, ces singes sont droitiers. Ils utilisent donc leur cerveau gauche. Vauclair conclut que l'hémisphère gauche va tout naturellement être utilisé pour gérer les muscles de l'appareil phonatoire. En quelque sorte, la parole serait un prolongement du geste, comme l'affirmait le roi Gourand. En effet, le cerveau humain est moins symétrique que celui des autres mammifères. Chez la majorité des gens, les droitiers, les aires du langage sont situées dans l'hémisphère gauche, qui va contrôler l'articulation, la compréhension et la reconnaissance des mots. L'hémisphère droit permet la reconnaissance du ton, le rythme et l'accentuation de l'intonation, la reconnaissance du locuteur, la reconnaissance des gestes. Comme rien n'est simple en biologie, chez les 20% de gauchers, ces fonctions peuvent être inversées ou réparties différemment entre les 2 hémisphères. Revenons à nos 80% de droitiers. Le
traitement du langage intervient dans les aires de Wernicke et de Broca, situées dans l'hémisphère gauche. Les mots sont élaborés dans la première et produits dans la deuxième. Une large bande de tissu, le faisceau arqué, relie ces deux régions. Au-dessus de l'aire de Wernicke se trouve le territoire de Geschwind, qui combine les propriétés d'un mot, son, image, sens, afin de permettre la compréhension. Quand on parle, l'aire de Wernicke trouve les mots qui conviennent aux pensées. Les mots passent dans l'aire de Broca, via le faisceau arqué. L'aire de Broca commande les muscles du larynx, la bouche, la langue, pour convertir les mots en sons. Comment va se constituer une conversation entre deux personnes? Il faut une demi-seconde pour qu'un locuteur et un auditeur se comprennent. Prenons comme temps zéro le moment de l'émission du mot. Chez le locuteur, à moins 250 millisecondes, on passe du concept au mot au niveau du lobe temporal du cerveau. À moins 200 millisecondes, le cerveau établit une correspondance entre le mot et le son associé au niveau de l'aire de Wernicke. Le mot préparé est transmis à l'aire de Broca par le faisceau arqué. À moins de 150 millisecondes, l'aire de Broca envoie le signal à l'appareil phonatoire. À moins 100 millisecondes, le cervelet intervient dans la synchronisation de l'articulation précise du mot. Le mot est prononcé au temps zéro. L'auditeur entend le mot. Son oreille transforme le son en signal électrique. Nous voyons ici son cerveau droit. À plus 150 millisecondes, le signal est enregistré dans le cortex auditif. Plus 150 à 200 millisecondes, enregistrement du signal et de la tonalité au niveau de l'amygdale, au centre du cerveau, ici en vert. Plus 250 à 300 millisecondes, le discours est décodé dans l'aire de Wernicke de l'hémisphère gauche. Le lobe temporal et le cortex frontal inférieur des deux hémisphères décodent le sens du mot. 400 et 450 millisecondes, le sens est compris. Les mots sont associés au souvenir pour une compréhension totale. Il y aura tout à l'heure un terreau écrit pour savoir si tout est bien assimilé. Notez en passant que le chant mobilise pratiquement les mêmes aires du cerveau. Mais ne nous éloignons pas de notre sujet. Ces rappels anatomiques étaient nécessaires pour comprendre ce qui permet le langage articulé de l'homme. Il est temps à présent de nous tourner vers les données de la paléontologie humaine pour voir si les crânes fossiles nous apportent de nouveaux éléments sur l'origine et l'évolution du langage. Quels sont les critères qui vont nous intéresser? Les paléontologues ont tout naturellement pensé à la taille du cerveau. Plus on a un gros cerveau et plus on est intelligent. Alors on ne fait pas tout à fait le poids face à l'éléphant ou à la baleine. On a alors ajusté la proportion en comparant la capacité crânienne à la masse corporelle. Ouf, on est mieux. Voilà ce que ça donne chez les primates. La ligne bleue est la courbe des singes. La verte, celle des humains. Et si la jonction des deux droites représentait la position du dernier ancêtre commun? Bientôt, ce critère du volume cérébral n'a pas semblé aussi excellent quand on a appris que nous n'étions pas les champions toutes catégories, mais que nous étions dépassés par Néandertal, qui a un plus gros cerveau que nous. Alors il a fallu chercher d'autres critères. Le cerveau. On fera plus attention aux asymétries cérébrales et aux réseaux des veines méningées, dont les empreintes apparaissent à l'intérieur de la boîte crânienne. L'anatomie de la base du crâne, qui est la région charnière entre le cerveau et l'appareil de phonation. La base est fléchie chez l'homme actuel, plate chez les grands singes. La position de l'os hyoïde s'en trouve modifiée. L'anatomie de la face, qui est courte et large chez l'homme. La profondeur du palais joue un rôle dans les mouvements de la langue et la modulation du son. L'innervation de la cage thoracique, en relation avec les nécessités de la phonation.
La taille relative des trous, les foramens, dans les vertèbres thoraciques et cervicales, renseigne sur la taille des nerfs. L'évolution va s'étendre sur des millions d'années. Il faut choisir un point de départ, qui sera le dernier ancêtre commun aux hommes et aux chimpanzés actuels. C'est le DAC, dernier ancêtre commun. Les orang-outans se sont séparés de notre lignée vers 13 millions d'années. Le DAC doit posséder les caractéristiques communes aux hommes et aux chimpanzés, telles qu'on les connaît aujourd'hui. Il devait être capable d'assurer les fonctions de communication qui vont évoluer dans les deux lignées. Les plus anciens hominidés se sont trouvés en Afrique entre 5 et 7 millions d'années. Ororine provient du Kenya, Toumaï du Tchad. Ils sont tous deux proches du DAC. On sait peu de choses de leur anatomie, sinon que Toumaï a une boîte crânienne de petite taille et un palais peu profond. Chez les australopithèques, Lucie, la taille du cerveau est plus importante que chez les chimpanzés. Vous remarquerez que j'ai tracé un arbre à la de l'oison. Une branche mène vers les hommes, les autres s'en écartent. Ainsi, les australopithèques divergent et disparaîtront entre 3 et 2 millions d'années. Apparaissent alors Habilis et Rudolfensis, qui ont un cerveau relativement plus grand, une symétrie cérébrale plus marquée, région temporale gauche plus développée. Ils diversifient leur nourriture par la chasse, ce qui nécessite la taille du silex. Leur appartenance au genre Homo est parfois contestée, mais le développement du cortex temporal gauche, la densité du réseau méningé, leur bipédie et la taille du silex plaident plutôt en sa faveur. Les vrais hommes arrivent avec Ergaster et Erectus. Le premier apparaît à 2 millions d'années en Afrique. Il est plus grand, avec un plus gros cerveau qu'Habilis. Les aires d'association sont plus développées. Il taille des outils bien symétriques, il fait du feu, chasse et construit des abris, il a déjà une aptitude au langage, sans doute nécessaire à toutes ces acquisitions. De ce fait, le palais est profond, l'innervation thoracique, la morphologie des mâchoires, le larynx, tout est en place. Homo erectus ne fait qu'accentuer ces caractéristiques. Il va donner naissance vers 300 000 ans à Néandertal, Flores, Sapiens. Le linguiste Bickerton pense que Erectus avait une langue assez fruste, qu'il appelle proto-langage. Les phrases sont constituées de mots juxtaposés, sans ordre bien défini, du style « Tarzan, lapin, tué ». Le vocabulaire permet de bien se faire comprendre. La grammaire laisse à désirer. Le proto-langage permet des échanges factuels. Bickerton dit qu'il remplit une fonction événementielle. C'est l'Homo sapiens qui va inventer la syntaxe. Est-ce le début de la langue mère? Bickerton parle alors de nouvelles fonctions du langage. Fonction argumentative. Si le cheval bougeait encore, c'est qu'il n'était pas mort. Ça implique le conditionnel, le raisonnement, la logique. Fonction narrative. Emploi du temps passé. Raconter une scène, imaginer une histoire. On en arrive vite au mythe des origines du groupe, aux religions, aux interdits, à la régulation sociale. L'évolution de l'homme n'est plus uniquement génétique, elle devient culturelle. Si l'on s'adresse un peu sur le destin de ces deux espèces humaines, on voit que le premier, Homo erectus, qui a vécu entre 1 million d'années et 200 000 ans, a fait la découverte du feu, et que le second, Homo sapiens, qui est arrivé en Europe vers 35 000 ans, a inventé l'art, sous forme de la peinture, la gravure, la sculpture, la musique, la danse, l'ornementation corporelle. Ces deux étapes capitales dans l'histoire de l'humanité n'ont pu se produire sans avoir de profondes répercussions sur le langage. Tout d'abord le feu. Comme tous les animaux, les premiers humains ont dû connaître une grande frayeur en voyant les incendies naturels dévaster les savanes et les forêts. On peut imaginer que devant la destruction de leur proie par le feu, ils ont été contraints de grignoter quelques parties les moins carbonisées des animaux qu'ils ont trouvés. Et cette viande était plus facile à mastiquer, à digérer que la viande crue.
et peut-être même qu'ils l'ont trouvée savoureuse. Une idée a peut-être germé dans leur esprit. Récupérer et entretenir des braises pouvait s'avérer intéressant. De nombreux obstacles les étaient surmontés. La peur du feu, la difficulté à le conserver, à l'entretenir. Le livre La guerre du feu a charmé notre enfance, mais nous ne sommes pas très réalistes. Et pourtant, de nombreux sites de par le monde révèlent la présence de foyers, c'est-à-dire de lieux montrant plusieurs couches de cendres, entourées de pierres rubéfiées par la chaleur et contenant des vestiges de bois ou d'os carbonisés. Ces sites, autant qu'on peut les dater, auraient entre 700 et 400 000 ans. Je vous ai indiqué ici les sites de Choukoutienne en Chine, Vértezsolos en Hongrie, Terra Amata à Nice, Lunelvielle dans le Gard, Aschenheim dans le Bas-Rhin, l'Escale dans les Bouches-du-Rhône, Przesletice en Tchéquie, etc., etc. Homo erectus va sans doute trouver rapidement le moyen de faire du feu. Par percussion, car lorsque le silex heurte un galet de pyrite ou de marcassite, il dégage des étincelles pouvant durer 1 ou 2 secondes et qui, tombant sur de l'amadou, peuvent l'enflammer. Allez dans les sites de démonstration Bredezesi pour voir que ce n'est pas très compliqué. Une autre technique consiste à frotter 2 bouts de bois l'un contre l'autre pour les chauffer et les enflammer. C'est plus long mais ça marche, surtout si on inventait l'arc. La découverte du feu, c'est soudain un mode de vie bien amélioré puisqu'il apporte la chaleur dans l'abri sous roche, la protection contre les grands prédateurs, l'ours, le lion, le loup, l'hyène, etc. et la cuisson de la viande. Le soir, il apporte la lumière, la possibilité de se réunir à la veillée pour raconter sa journée. Tarzan, lapin, tué. Très vite, le proto-langage a dû évoluer et ses fonctions se complexifier, passant de l'événementiel au narratif et à l'argumentatif, si le cheval bougeait encore, etc. C'est pourquoi La guerre du feu de Rosny et le film de Jean-Jacques Hano sont bien improbables, où les peuples qui possédaient le feu n'ont pas encore de langage. La veillée au coin du feu a vite pris une grande place dans la transmission des récits, des contes, des mythes, des histoires, le culte des ancêtres. Plus on a de choses à raconter, et plus on enrichit son vocabulaire, plus on crée de nouvelles tournures de phrases. Il y a bien longtemps, nos ancêtres, etc. Et plus on met au point une syntaxe efficace. Raconter le visible, l'invisible aussi, parler du présent, du passé, peut-être même du futur et du conditionnel. L'humanité est bien en place à présent. Homo sapiens, lui, apparu en Afrique il y a moins de 500 000 ans, arrive en Europe entre 40 et 35 000 ans. Avec lui apparaissent de nouvelles techniques pour tailler les outils, débitage laminaire, et les premières formes d'art. On a vu précédemment que la pensée peut s'exprimer à travers des gestes, les boshiman à la chasse. La gestuelle, les mimiques sont aussi une forme de communication. Il y a près d'un siècle que les anatomistes s'étaient aperçus que dans le cerveau, les aires qui contrôlaient la main étaient proches de celles qui contrôlent le visage et la parole. Un chapitre de l'ouvrage collectif Sapiens Mind montre, à partir d'études de neuroimagerie, que les circuits neuronaux pilotant la fabrication d'outils paléolithiques recouvrent partiellement ceux du langage, prouvant que ces zones ont évolué en se renforçant mutuellement. Quand on communique, le geste est tout naturellement associé à la parole. Regardez une conversation entre 2 Italiens. L'homme communique avec 2 langages, celui de l'audition, qui coordonne les sons, et celui de la vision, qui coordonne les gestes. La main est alors un outil de la communication. Les traces qu'elle laisse dans l'argile, les traits exécutés à l'aide de charbon, d'ocre ou de manganèse, peuvent traduire des symboles qui s'expriment différemment. Si la main est l'outil de l'artiste, elle peut témoigner sa présence et devenir un thème de son art, comme le montrent les photos de cette diapo. Comme l'émergence du langage articulé, l'émergence de l'art porte un message social, culturel, symbolique. Images et mots présentent des caractères communs. L'image d'un bison n'est pas un bison,
tout comme le mot bison n'est pas l'animal. Ce sont des symboles, dont la signification est comprise socialement. L'image a en plus l'avantage de figer ce symbole, de la geler dans une figuration graphique qui persiste dans le temps. À propos de symboles entre mots et images, je voudrais vous raconter une expérience réalisée à l'Université de Georgia par le docteur Sue Savage Ramboff sur le chimpanzé nain bonobo, Kanzi. Pendant de longues années, elle lui a appris à reconnaître un grand nombre de mots et utiliser un lexigramme. Chaque touche représente un mot et fait entendre un son en anglais. Jamais l'image de la touche ne représente l'objet indiqué. Compliquant peu à peu l'expérience, elle lui a appris à utiliser un téléphone, à reconnaître sa voix, même si elle n'est pas dans la pièce. Un matin, elle téléphone à Kanzi pour lui demander ce qu'il veut. Il frappe sur le lexigramme le signe associé au mot « ballon ». L'après-midi, elle vient au laboratoire et dit à Kanzi qu'elle ne se souvient plus de la surprise promise. Kanzi frappe à nouveau le signe « ballon ». Elle lui tend un ballon en récompense. Cette expérience fabuleuse, décrite dans la Smithsonian Review et montrée dans le film Kanzi, le singe aux 1000 mots, illustre bien comment des symboles visuels et auditifs peuvent être associés pour aboutir à une représentation concrète. Je mis ce dessin qui, sous forme de boutade, traduit la relation qui se tisse entre art et langage. Si vous visitez seul pour la première fois un musée ou une grotte, vous passerez devant une œuvre devant laquelle vous vous arrêterez, ou pas, qui éveillera ou pas une impression, un sentiment. Si vous faites la même visite avec un guide, ou encore mieux l'artiste, les échanges verbaux vous permettront de voir tout autre chose et d'éveiller en vous des sentiments très différents. Si le dessin de Leroc avait un sens pour son créateur, son premier spectateur voyait-il d'emblée un animal devant ce dessin sans volume dont seul le contour était tracé. Dans son cours de maîtrise à Aix-en-Provence, Robert Chenerkian citait l'exemple d'un anthropologue trouvant en Australie des plaquettes fusiformes d'une vingtaine de centimètres de longueur, gravées de signes récurrents, des cercles concentriques, des lignes formant des réseaux, des traces punctiformes, etc. L'archéologue seul peut réfléchir sur leur signification, faire des mesures de distance, dénombrer les motifs, chercher un rythme, voir les oppositions d'éléments pairs ou impairs, suggérant peut-être une symbolique sexuelle. En réalité, il rencontre des aborigènes australiens qui lui ont appris que ces objets étaient des Turinga, dont il possédait un exemplaire individuel. Chaque Turinga symbolise à la fois sa personnalité et son appartenance à un groupe. Chacun connaît l'histoire dont la mythologie associe le rêve, la réalité objective, au monde concret, le reflet du rêve. Le Turinga est alors le lieu de rencontre de cette mythologie. Pour en connaître le sens, il faut que le propriétaire le dévoile. Sur un premier Turinga, les cercles concentriques seront des arbres à gomme. Les réseaux de lignes sinueuses seront les racines. Les taches seront les grenouilles, et les points sur ces taches, les traces de ces grenouilles. Sur un autre Turinga, appartenant à un autre aborigène, les cercles concentriques seront des feux de camp, les croix des marques de gibier, les points des traces de pas, etc. La communication par le langage devient indispensable pour donner vie et sens à l'œuvre d'art. Inversement, celle-ci va évoquer des sentiments nouveaux qui vont devoir s'exprimer par un vocabulaire et une syntaxe nouvelle. La langue mère acquiert bien une fonction argumentative et une fonction narrative. L'art a également la possibilité de juxtaposer le figuratif, les animaux, à l'abstrait, les signes. Cette diapositive montre quelques-uns des thèmes abordés. À gauche, vous avez les animaux, les plus récurrents, où dominent chevaux et bovidés. Parfois, les animaux sont peints en entier. Parfois, il manque une partie du corps, ou des organes, les pattes, les yeux. Il ne s'agit pas d'erreurs, mais de conventions stylistiques, sociales, que l'on peut avoir du mal à imaginer. Ce
Ce n'est pas mon objet aujourd'hui de revenir sur la signification de cet art, d'autres l'ont fait et mieux que moi. Juste souligner que le symbolisme y est très grand. Il en va de même pour les signes, qui sont parfois des points ou des traits, mais qui composent des figures plus difficiles à interpréter, comme ces quadrillages, ces tectiformes, ces aviformes, etc. Les représentations humaines sont plus rares. Elles rappellent souvent des formes de fantômes et de sorciers. Cet art va évoluer au cours des dizaines de milliers d'années, acquérir des règles de construction plus élaborées, dont la perspective à la Renaissance, enrichir le domaine de la communication entre les hommes et aboutir ce que nous appelons à la culture. Je n'ai pas abordé les autres formes de l'art que sont la musique, la sculpture, l'architecture, qui vont complexifier notre environnement culturel et social, inédit dans le monde. Et qu'elle disait que l'embryogenèse résume l'ontogénèse, c'est-à-dire que le développement individuel de l'embryon rappelle l'évolution de la lignée animale. Il en va de même pour le langage. À la naissance du bébé, on a vu que son larynx est en position haute. Il ne peut communiquer ses appels qu'à l'aide de ses pleurs et ses sanglots. De 2 à 4 mois, il démarre les vocalises E, A, O, I, U. Les sons sont vocaliques. 4 à 6 mois, ce sont les premiers gazouillis, voire des clics, des sifflements. Il utilise le larynx et la respiration. 6 à 7 mois, ce sont les babyles, les premiers phonèmes. A, me, A, be, A, re. 7 à 8 mois, il inverse les phonèmes. Ma, ba, ra. C'est un peu la tour de Babel. Mais la langue maternelle prend sa place. 8 à 12 mois, doublement des syllabes. Mama, papa. Les sons ont un sens, et les parents donnent le sens. Ils indiquent qui est mama, qui est papa. 12 à 18 mois, l'enfant a 5 mots, dont le mot non. 18 à 24 mois, il utilise des mots isolés. Il a un vocabulaire d'une vingtaine de mots. Des phrases à 2 mots. Toutou, minou, pas bon. 2 à 5 ans, des phrases complètes. Au-dessus de 5 ans, une syntaxe et 2500 mots. Jusqu'à 7 ou 8 mois, tous les bébés parlent la même langue, puis apprennent leur langue maternelle. Merit Runen, en 1994, publie un livre, L'origine des langues. Il montre que le français, l'espagnol, l'italien, le roumain dérivent du latin. L'allemand, l'anglais, le danois sont des langues germaniques. Le russe, le polonais, le serbo-croate sont des langues slaves. Il a ainsi essayé de regrouper les 6000 langues du monde en familles. Les groupes bantous renferment plusieurs centaines de langues, le groupe basque, une seule. Chaque famille peut dériver d'une superfamille qui elle-même dérive d'un proto-langage. Vers 6000 ans, on aurait eu peut-être une langue proto-eurasiatique. Rulen pense que l'on pourrait remonter jusqu'à une langue mère, qu'il a essayé de définir en se centrant sur une trentaine de racines. Il arriverait alors à une langue en cours, il y a 30 000 ans, au moment de la deuxième sortie de l'homme d'Afrique. Les conditions du goulot d'étranglement dans l'histoire de l'hominisation pourraient être compatibles avec cette théorie. Signalons par ailleurs qu'en Afrique du Sud, on trouve une trentaine de langues à clics, qui semblent très primitives et rappellent les clics du nouveau-né. La langue mère était-elle une langue à clics? Voyez sur Internet les exemples de langues à clics très spectaculaires. La recherche de la langue mère va passionner bon nombre de chercheurs. Nous avons vu que Bickerton, en 1990, avait déjà donné les caractéristiques d'une langue composée de mots reliés entre eux sans syntaxe, sans grammaire, ce que je vais qualifier de langue Tarzan. Merit Rulen va passer en revue près de 300 familles de langues en essayant de remonter aux proto-langues. Il présente une trentaine de racines mondiales dont il fait l'hypothèse qu'elles ont dû faire partie du vocabulaire de la langue originelle. Il arrive ainsi à aqua pour l'eau, tik pour le doigt, aja pour la mer.
Dans le même esprit, Marcel Lequin étudie 90 langues mortes et une centaine de langues vivantes pour aboutir à des phonèmes communs. Al, qui signifie Dieu. An, qui signifie puissant. Inversement, de nombreux préhistoriens contestent de telles démarches. Pour Francesco Di Rico, l'idée de la langue mère est incompatible avec les faits archéologiques. Pour Jean-Paul Demoule, le peuple qui parlait la langue mère n'a été retrouvé nulle part. En fait, pense-t-il, les Européens cherchent à reconstituer des mythes différents des mythes bibliques. Pour lui, les ressemblances entre les langues proviendraient d'échanges multiples. Claude Agege affirme qu'on n'a aucune preuve scientifique valable. Tout cela n'empêche pas les écrivains tels que Pierre Pelot de faire parler ces héros vieux d'1 million d'années dans la série Sous le vent du monde, des langues originelles qui peuvent déconcerter le lecteur. C'est pourquoi il publie en annexe un lexique permettant de traduire le proto-langage ainsi dévoilé. De la même façon, Jacques Malater fait parler les héros de ses films, des langages assez abscons. Ces deux derniers auteurs ont pourtant travaillé avec la collaboration scientifique d'Yves Coppens. Des faits plaident en faveur de l'apparition précoce d'un langage élaboré. Les premières traversées d'Homo sapiens vers l'Australie, 60 000 ans, nécessitent un haut degré de cognition. C'est une expédition qui est forcément intentionnalisée, anticipée. Les navigateurs doivent se projeter dans l'avenir, préparer des provisions d'eau douce, de nourriture, pouvoir s'orienter en mer, maintenir un cap, mettre au point un système de propulsion, voile, rame, etc. Bien sûr, le niveau de la mer était plus bas d'une centaine de mètres. L'Australie, la Tasmanie, la Nouvelle-Guinée formaient une masse de terre, le Sahul. De même, Bornéo, Java, Bali, Sumatra étaient rattachés à l'Asie, le Sunda. La distance de navigation était considérablement réduite, une centaine de kilomètres tout au plus, mais sans escale possible. Cela nécessitait une navigation d'au moins 7 jours. 2 itinéraires étaient possibles. La voie sud paraît la plus rapide. Jean-Marie Humbert pense que c'est l'autre voie qui a dû être privilégiée, car il y a des montagnes suffisamment hautes pour servir de cible et d'amer. Pour fonder une population viable sur le continent, les premiers Australiens ont dû être nombreux à effectuer là où les traverser, avec peut-être des allers-retours multiples. Tout cela ne pouvait se faire sans langage élaboré. Pendant tout le Paléolithique, la population mondiale a dû être très réduite. On l'estime à 600 000 au Paléolithique inférieur, la ville de Toulon. Près de 6 millions au Paléolithique supérieur, la moitié de la population de Paris. La croissance va devenir très rapide à l'apparition de l'agriculture. Le changement du climat et du mode de vie vont faire que les hommes peuvent à présent produire leur nourriture et constituer des réserves. Au Paléolithique, un chasseur-cueilleur avait besoin de 10 km² pour vivre. Au Néolithique, 1 km² permet de faire vivre 10 agriculteurs, soit une multiplication d'un facteur 100. Les populations vont rapidement s'accroître, se déplacer à la vitesse du défrichement des terres et de leur exploitation, soit environ 1 km par an. Vous voyez ici les foyers d'apparition et l'extension des grandes cultures. Le blé à partir du croissant fertile, le riz à partir des marais chinois, le maïs sur les plateaux de l'ouest de l'Amérique du Sud, l'igname en Afrique. La population atteint les 100 millions à l'âge du bronze, 400 millions au haut Moyen-Âge. Mais le grand bond démographique se fait avec l'apparition de l'industrie pour atteindre 7,5 milliards actuels et peut-être 9 milliards à la fin du XXIe siècle. Les populations s'étendent à travers le monde. Les langues se mélangent. Les échanges entre les langues ont pu s'effectuer comme la création des langues créoles, utilisées par 20 millions de locuteurs et élaborées depuis moins de 5 siècles. Bickerton les a bien étudiées. Leur lexique provient essentiellement des langues européennes, des colonisateurs esclavagistes, portugais, espagnol, français et anglais. La grammaire très fruste provient des langues des esclaves, wolof, mandingue, etc.
Il en résulte une langue de compromis, un pidgin, où le fond prime la forme. Le pidgin devient à son tour une langue maternelle, d'où dérive le créole, qui se stabilise. La génétique est venue récemment apporter un éclairage nouveau sur l'origine des langues. Une protéine appelée Forkhead Box P2, qu'on résume par l'acronyme FOXP2, joue un grand rôle dans la transmission du langage, y compris dans les capacités grammaticales. Elle a été découverte en 1998 dans l'étude faite par Anthony Monaco sur une famille britannique qui présentait une anomalie du langage et où la moitié des membres, sur 3 générations, avaient de graves difficultés de locution, grammaire, syntaxe, vocabulaire. Très vite, les chercheurs ont découvert que cette protéine est codée par le gène FOXP2. L'homme a 23 paires de chromosomes, dont les fameux XY qui déterminent le sexe. Le chromosome numéro 7 est le support, entre autres, de FOXP2, localisé au centre du chromosome. Dans l'embryon humain, ce gène s'exprime dans le développement du cervelet, du thalamus, des ganglions situés à la base du cerveau, jouant un rôle dans les capacités motrices complexes dont celle du langage articulé. C'est bien une mutation de ce gène qui a produit dans la famille britannique à la perte des propriétés langagières, plongeant ses membres dans une forme d'autisme. Ce gène existe chez d'autres vertébrés. Des mutations de FOXP2 entraînent des incapacités de communication par ultrasons chez les rongeurs et les chauves-souris, la perte de phrases du chant chez les oiseaux, etc. Chez Homo sapiens, la variante actuelle de FOXP2 serait apparue il y a environ 200 000 ans. Souvenons-nous, c'est l'époque où l'appareil de phonation ainsi que les zones du cerveau sont enfin mises en place et deviennent actives. On pense donc à présent que gènes et langage sont étroitement corrélés. Cet arbre généalogique en apporte la preuve. La colonne du centre montre les populations actuelles du globe. À gauche, les parentés sont indiquées à l'échelle des distances génétiques. Le degré de parenté entre les populations est lié à la distance à parcourir vers la gauche pour remonter la ligne. Plus loin vers la gauche, on voit comment sont apparentés les groupes principaux. Si les Chinois et les Thaïs sont proches, sur le graphe, c'est qu'ils sont apparentés. À l'inverse, les Africains sont éloignés de tous les autres groupes humains, ce qui conforte l'origine africaine de l'humanité. À droite, les familles linguistiques sont représentées de la même façon. Les populations les plus proches parlent des langues apparentées. Cependant, la question de savoir dans quelle mesure les langues reflètent une généalogie est toujours débattue. Les Noirs américains sont génétiquement proches des Africains, mais linguistiquement, ils sont semblables aux Européens. L'histoire coloniale a bousculé les règles de la linguistique. L'histoire de l'humanité aboutit à plus de 6000 langues dans le monde, que les linguistes continuent à classer, à assembler en familles de langues. Les zones à forte biodiversité, la forêt, sont habitées par 4% de la population mondiale, mais parlent 96% des langues. À l'inverse, les Européens ne parlent que 3% des langues. Cette répartition inégale est liée au centralisme linguistique des grands États. Cependant, depuis un siècle, de nombreuses langues meurent par disparition de leurs derniers locuteurs. La moitié des idiomes auront disparu à la fin du siècle. D'après l'UNESCO, c'est une langue qui disparaît tous les 15 jours. La diversité linguistique a régressé de 20% sur les 35 dernières années. Cette diapo montre les langues maternelles les plus parlées au monde, en ce début du XXIe siècle. Les langues les plus parlées sont bien sûr le chinois, l'espagnol, l'anglais. Je sais que je vais vous faire de la peine en vous avouant que le français n'est qu'à la 14e place, avec 60 millions de locuteurs qui ont le français comme langue maternelle. L'anglais tente de s'imposer comme langue internationale. Les 4 ou 5 langues vont connaître un accroissement massif.
Ce sont l'anglais bien sûr, l'espagnol, le chinois, l'arabe et l'hindi-oudou. Il va devenir de plus en plus fréquent de maîtriser sa langue maternelle et une langue de travail. L'avenir appartiendra à ceux qui parleront 3 ou 4 langues, et pour l'instant les élèves français ne sont pas forcément les mieux placés. Voici l'abondante bibliographie qui m'a permis de rassembler les éléments de cet exposé. Il y a sans doute bien d'autres articles que je n'ai pas lus et qui auraient pu apporter des données nouvelles et donner un tout autre éclairage. Mais il fallait bien s'arrêter un jour, parler du langage et sans fin.